Claude Lévi-Strauss a complètement renouvelé l'ethnologie en lui appliquant l'analyse structurale à partir du modèle linguistique, fondant ainsi le structuralisme qui fut, dans les années 60, un vaste mouvement scientifique, philosophique et littéraire. Né à Bruxelles en 1908, c'est à Paris que le jeune Lévi-Strauss poursuivit l'essentiel de ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1931. Monsieur Lévi-Strauss, un première. Seconde. Attention. Non, comme vous voulez. Bon, je pourrais dire que c'est un certain goût pour les idées. J'avouerai plus platement que c'est probablement parce que ce qui m'opposait le moins de difficultés, ou ce que j'avais le sentiment, à tort ou à raison, que je ferais le plus facilement et qui me permettrait en même temps de continuer à m'intéresser à toutes ces choses. Et il y en avait beaucoup trop, enfin, qui m'intéressaient énormément. Enfin, j'avais du goût pour la peinture, j'avais du goût pour la musique, j'avais du goût pour les antiquités. Tout ça, ça pouvait se marier plus ou moins avec l'étude de la philosophie, plus facilement probablement qu'avec une autre spécialité qui m'aurait obligé à compartimenter mon existence et mes curiosités. Mais pendant cette période dont nous parlons, ce qui m'occupait, je dirais le plus, c'était très certainement la politique. J'avais été introduit au socialisme par un jeune socialiste belge qui a d'ailleurs depuis fait une importante carrière et qui est mort à l'heure actuelle, mais il était encore jeune à ce moment-là, rencontré en vacances. Et c'est lui qui m'a fait lire Marx, qui m'a fait lire Engels, et qui m'a amené non seulement au socialisme militant, qui m'a beaucoup occupé pendant mes années d'étudiant, et mes tout débuts comme professeur, en tout cas jusqu'à ce que je sois parti au Brésil, mais qui a également joué un rôle intellectuel essentiel, philosophique si vous voulez, dans ma pensée. J'ai été initié à Freud ou introduit à la lecture de Freud quand j'étais en classe de philosophie par le père d'un de mes camarades qui était lui-même psychiatre, il s'appelait le docteur Marcel Nathan, et qui était un familier de Marie Bonaparte, et qui avait, avec Marie Bonaparte, contribué à faire connaître Freud en France. Et ça a été également une des grandes révélations intellectuelles de ma vie, pour autant que Freud m'apprenait que même ce qui se présentait sous les apparences les plus irrationnelles, les plus absurdes, les plus choquantes, pouvait dissimuler une rationalité secrète. Et ici, je crois qu'il y a un parallélisme frappant entre ce type d'attitude vis-à-vis des faits et celui que je devais plus tard connaître avec l'ethnologie. C'est Paul Nizan qui m'a alerté sur l'ethnographie comme porte de sortie possible pour un agrégé de philosophie. Car à cette époque-là, l'enseignement de l'ethnologie était pratiquement inexistant en France, ou en tout cas réduit à extrêmement peu de choses, et par conséquent, l'ethnologie naissante recrutait dans des disciplines voisines. Et comme l'exemple de Jacques Soustel le montre, c'était du côté de la philosophie qu'elle pouvait trouver ses recrues. Nizan lui-même avait été tenté à un moment, et quand il m'en a parlé, j'ai eu très vite le sentiment que c'était vers cela que je pouvais m'orienter si je voulais. Non pas seulement d'ailleurs ne pas faire un cours de philosophie
pendant le restant de mes jours, mais également voir le monde, car j'étais très passionné de camping et de marche à pied, un petit peu d'alpinisme, et donc j'avais le désir de connaître d'autres horizons. J'avais eu chez les Bororo, où malheureusement je n'avais pu séjourner puisqu'il s'agissait de vacances universitaires, que pendant un nombre assez restreint de semaines. J'avais eu l'expérience d'une société que tout ethnologue un peu mieux formé que je ne l'étais à l'époque aurait dû considérer comme le véritable paradis ethnologique, et où je n'aurais dû avoir qu'une seule idée, c'est retourner et y consacrer le temps que je ne pouvais. Enfin, une société où non seulement la culture matérielle était largement intacte, où cet art de la plume qui est si exceptionnellement, enfin la forme d'art par laquelle les Indiens américains, du Nord comme du Sud, sont parvenus à s'exprimer, était très vivant. Mais une société dont l'organisation sociale était d'une complication et d'une subtilité telle qu'on continue à la travailler, qu'on continue à écrire dessus et qu'on est très loin d'en avoir épuisé toutes les richesses. Eh bien, je passais de là parce que très naïvement et je dirais stupidement, je m'étais dit je vais voir des gens encore plus sauvages, encore moins touchés par la civilisation que ne l'étaient les Bororo. Et donc filer là, dans cette région du Brésil, dont on ne savait pratiquement rien à cette époque-là, et où j'espérais trouver des sauvages encore plus intacts, encore plus intrinsèquement sauvages, si je puis dire. Et je tombais, vous me passerez l'expression, dans la société la plus minable, la plus pouilleuse qu'on puisse imaginer. Il fallait donc essayer de trouver un angle d'attaque, une manière d'approcher leur vie qui soit beaucoup moins une description des techniques ou une description des institutions, puisque tout ça a été réduit à sa plus simple expression, qu'essayer de comprendre ce que pouvait être une société humaine réduite en tant que société, elle aussi, à sa plus simple expression. Qu'est-ce que c'est qu'une société minimale ? En somme, c'était un problème un peu du même genre, sauf qu'il était expérimental au lieu d'être idéologique, que celui que Rousseau s'était posé en écrivant « L'essai sur l'origine de l'inégalité ou le contrat social », à savoir, quelles sont les conditions minimales à partir desquelles on puisse dire qu'une société humaine existe. Et c'était un problème de ce genre devant lequel j'étais placé. Peut-être d'ailleurs, parce que je ne veux pas du tout dire, par là, il ne faudrait pas que ceux qui m'écoutent le pensent, que les Nambikwara étaient une sorte de vestige de l'âge de la pierre ou des temps préhistoriques et qu'ils nous ramenaient à ce que pouvait être une société humaine au début de l'humanité elle-même. Ça n'est pas ça du tout. Il est bien certain que en Amérique, toutes les sociétés ont une histoire, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde, et que cette histoire a été profondément influencée, modifiée par tous les cataclysmes qui se sont produits et dont la découverte même de l'Amérique a été le plus grave et le plus irréparable pour ces sociétés elles-mêmes. Les Nambikwara n'étaient pas des primitifs avec un P majuscule.